Dans les profondeurs gelées du Soleil extérieur système, 500 unités astronomiques du le Soleil, bien au-delà de l'orbite de Neptune, quelque chose ne va vraiment pas. Les orbites de dizaines de roches lointaines, les mondes semblent être tiraillés et tordus par une main invisible. Et selon un de nos meilleurs modèles, les plus probables, l'explication est une planète cachée silencieusement tournant autour du Soleil, sur une vaste étendue allongée orbite. Ce monde pourrait être jusqu'à 10 fois la masse de la Terre, et pourtant nous, je ne peux pas le trouver. Les astronomes ont recherché pour cette mystérieuse planète 9 pour en savoir plus d'un siècle. Mais chaque enquête, le balayage du télescope est arrivé vide. À une époque où nous pouvons imaginer planètes en orbite autour d'étoiles, des dizaines de lumières dans des années, et apercevoir le premier galaxie né après le Big Bang, le fait que quelque chose d'aussi grand pourrait être se cacher dans notre propre système solaire est profondément troublant. Mais tout cela pourrait être sur le point de changer. Plus tôt cette année, les scientifiques ont découvert quelque chose enfoui profondément dans les données d'un télescope spatial vieux de 40 ans. Ils ont la combiné avec des informations provenant d'un ensemble de données plus récents. Et maintenant, pour la première fois, ils auront peut-être une réponse. Les scientifiques ont-ils enfin trouvé la planète 9? Je m'appelle Alex McCohan et vous regardez Astram. Rejoignez-moi aujourd'hui alors que nous nous aventurons la lisière de notre système solaire à la recherche de la planète disparue 9. Nous allons approfondir les données dont disposent ces scientifiques, étudier et découvrir ce qu'il faut pour prouver si une planète existe ou non. Avec la mise en ligne de nouveaux télescopes, ce n'est qu'une question de temps avant que notre énergie solaire, le système, a-t-il encore 9 planètes? Les confins du système solaire sont un endroit mystérieux, très différent de la région intérieure que nous habitons. Elle est si lointaine que même si nous partions aux vitesses de la lumière, il faudrait plus de 8 heures pour y arriver. 9 milliards de kilomètres, c'est un long chemin. À notre arrivée, nous trouverions l'obscurité parsemée de roches glacées inhabituelles, dont beaucoup que nous pouvons à peine détecter, que nous appelons des objets transneptuniens ou TNO. Le premier TNO a été découvert par Clyde Tombaugh en 1930. Je suppose que vous avez entendu de celui-ci. Cela s'appelle Pluton. Cependant, il a fallu encore 60 ans pour trouver le prochain TNO. Et une ère de découverte a commencé. Aujourd'hui, nous en avons répertorié près de 5000 des objets étranges, mais peut-être le plus, une découverte importante a eu lieu en 2003 lorsqu'un groupe de scientifiques dirigé par le professeur de Caltech Mike Brown a décidé d'explorer cet extérieur royaume. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils trouvent Sedna, une autre planète naine à moins de la moitié de la taille de Pluton, mais avec une orbite inclinée et hautement elliptique. Ceci conduit à une explosion d'intérêt pour système solaire externe alors que les scientifiques se précipitaient pour expliquer pourquoi son orbite était si inhabituelle. Si c'était juste Sedna, on pourrait dire au hasard. Mais avec l'augmentation, l'attention est venue la découverte de nombreux plus de Ténos avec des orbites tout aussi étranges. Certains croisent la trajectoire orbitale de Neptune. D'autres se sont déplacés à l'opposé ou direction rétrograde vers le 8 planètes. Beaucoup étaient tout simplement grandement inclinés. Cela a soulevé la question de savoir comment est-ce que ces orbites ont vu le jour. La seule hypothèse qui donnait un sens à tout entre eux est une interaction à 3 corps connue sous le nom de le couvercle du mécanisme COAI. Il déclare qu'un presque circulaire mais incliné l'orbite prograde peut échanger son inclinaison pour l'excentricité. Mais pour que cela se produise, il faut 3 des choses: le Soleil, le TNO et un lointain perturbateur. Mike Brown et son collègue, le docteur Constantine Batigan, a modélisé les orbites de 17 Ténos et a prédit que le chance que leur mouvement soit aléatoire n'était que de 0,06%. Au lieu de cela, leur modèle suggérait que ces objets étaient perturbés par un masse qu'ils ne pouvaient pas voir, à la taille d'une planète-objet pour être exact. Entrée sur la planète 9. Maintenant, nous pouvons modéliser tout ce que nous voulons, mais la seule chose qui peut prouver que cela est de réelle observation. Comme on dit, voir c'est croire. On pourrait penser, étant donné que la planète 9 est soi-disant dans notre système solaire, il devrait être assez simple de pointer notre télescope là où il devrait être et prenez une image. Mais c'est en fait exceptionnellement difficile à réaliser. La luminosité d'une planète dans l'optique le spectre
diminue à un rythme inversement proportionnel à la 4e puissance de distance du Soleil au lieu du carré habituel de la distance, car pour nous, pour le voir, la lumière déjà diffuse doit réfléchir en retour. Relevé optique à grand champ antérieur de l'installation transitoire de Ziki, l'obscurité l'enquête énergétique et Anstar 1 ont tous passé des années à chasser. Mais aucun d'entre eux ont trouvé un seul candidat pour la planète 9. Cependant, il y a autre chose que nous peut chercher. Toutes les planètes que nous connaissons émettent leur propre rayonnement dans l'infrarouge. Une nouvelle équipe de chasseurs de planètes de Taïwan, dirigée par le professeur Tomo Goto et le doctorant Terry Fan, a décidé de suivre Profitez-en et chercher la planète 9 dans 2 relevés du ciel dans l'infrarouge lointain. Le prise pour la première fois par l'IRAS ou l'infrarouge satellite astronomique en 1983 et le deuxième par le satellite infrarouge Akari, qui est le mot japonais pour lumière, dans 2006. Le satellite IRA a mené la première toujours un relevé infrarouge du ciel au-dessus du obscurcissant, la couverture chaude de la Terre ambiance. En raison de son point d'observation et son capteur ultra-froid refroidi avec hélium superfluide à 2,52 grammes au-dessus de l'absolu zéro, il a détecté 350 000 de nouvelles sources infrarouges, allant de galaxies aux astéroïdes. Le satellite Akari était similaire design, mais il avait un meilleur espace résolution et pourrait enregistrer plus longtemps longueur d'onde infrarouge. Les données combinées l'ensemble de l'IRS et d'ARI étaient vraiment énormes, avec 2,4 millions d'objets trouvés à travers plusieurs décennies. Filtrer ceci pour les candidats de la planète 9 était une tâche gigantesque. Fan et Goto ont dû suivre chaque objet positionné individuellement. Leur stratégie consistait à comparer les enquêtes dans le temps, recherche d'objets qui avaient en quelque sorte ému les modèles prédits que la planète 9 le ferait. Ils étaient, je cherche spécifiquement, une planète quelque part entre 7 et 17 fois le masse de la Terre, avec une distance orbitale d'environ 280 unités astronomiques à son le plus proche où le périhélie est aussi loin que Fel 120 unités astronomiques à son point le plus éloigné ou à Hélion. Ils utilisent également ces informations, estimer le diamètre de la planète et sa température corporelle noire se rétrécit pour suivre leurs recherches. Objets plus proches qu'environ 500 astronomiques, les unités avaient déjà été fouillées par d'autres groupes. Alors Terry s'est concentré sur la zone entre 500 et 700 unités astronomiques pour sa recherche. Il a alors prédit ce que distance angulaire que la planète 9 devrait couvrir dans 23 ans. Il avait bon espoir. Un objet sur une orbite hautement elliptique se déplace beaucoup plus lentement près de son abélie. Alors la planète 9 devrait passer plus de temps dans le passé 500 unités astronomiques et donc être dans la zone d'enquête pendant plus longtemps. Toutes les données de ces 2 satellites qui ne correspondaient pas à cette prédiction réduit. Et incroyablement, depuis plus de 2 millions de points de données, Terry s'est retrouvé avec seulement 13 candidats. À partir de là, il a minutieusement taillé cela à l'œil nu, et je me suis retrouvé avec juste un, c'est difficile à dire. Mais en haut à gauche, coin de l'image iris, il y a 7 pixels plus chauds que le arrière-plan. Et dans l'image d'Akari, prise 23 ans plus tard, le candidat a déplacé 47 et 12 minutes d'arc, le équivalent à 1 et 1/2 pleine lune, à la partie inférieure de l'image. Maintenant, je pense que nous pouvons tous convenir que si nous voyons ces images isolément, nous n'aurions jamais deviné ce que c'est, mais le contexte est tout. Nous pourrions être véritablement en regardant la première image de la planète 9. Le professeur Goto dit que si c'est le cas confirmé, il pourrait permettre à Terry de terminer son doctorat en avance, ce qui est probablement juste assez. Une grande partie des données entourant ce nouveau le candidat correspond à ce que l'on attend du planète 9 proposé, mais il y a quelques inquiétudes de Mike Brown et Constantine Batigan sur l'inclinaison de l'orbite de ce nouvel objet étant également raide. L'équipe n'a pas pu cartographier complètement comment il se déplace, mais Terry ne pense pas que nous devrons attendre longtemps à découvrir. Le télescope réglé sur le suivi de ces mesures est la télescope Vera Rubin. Avec le plus grand capteur de caméra jamais créé à 3,2 GPI, il est capable de capturer des objets qui sont des ordres de grandeur plus faibles que précédents levées optiques du ciel. Et les scientifiques pensent donc que cela pourrait augmenter objets connus dans notre système solaire jusqu'à un facteur 100. J'ai récemment fait une vidéo sur la Vera Observatoire Rubin. Alors, si tu veux, découvrez-en plus, puis cliquez ici lien.
c'est la meilleure technologie dont nous disposons pour la tâche. Comme le dit Mike Brown, si vous devez me donner une grosse liasse de billets et dire « va construire un télescope pour aller soit trouver cette planète 9 ou trouver le meilleure preuve possible pour la planète 9 », je dirais « allez probablement construire la Vera Rubin Observatoire ». Les 10 ans du télescope Une longue étude de l'espace et du temps, ou LSST, scrutent le ciel nocturne pour voir pour les objets du système solaire, générant 20 térables de données en une seule nuit. Donnez-lui quelques années, et nous saurons peut-être, c'est sûr, si c'est la planète 9. Mais pendant ce temps, Terry, le professeur Goutot et leurs collègues ne se reposent pas leurs lauriers. En filtrant pour le parallaxe prédite de la planète 9 dans le donné Akari, ils l'ont en fait déjà trouvé 2 autres candidats possibles. D'une manière ou d'une autre, ils en sont presque sûrs que si la planète 9 est là-bas, ils le feront trouver le. Bien sûr, tout le monde n'est pas aussi confiant. Et si les mesures nous montraient « il n'y est pas », et alors? Cela m'étonne. Étant donné les nombreux comportements orbitaux dont une théorie a besoin explique, il y a plusieurs possibilités et hypothèses. Le premier concerne une nouvelle ceinture, une réduction version de ce que nous voyons autour d'un galactique centre. Les 2/3 des galaxies spirales, y compris le nôtre, sont ce qu'on appelle galaxies spirales barrées, avec une forme de barre région centrale. Composée de millions d'étoiles alignées et hautement elliptiques, orbite appelée orbite X1 autour du centre de la galaxie et son super trou noir massif. Ces orbites émergent hors dynamique de groupe, beaucoup de petites interactions plutôt qu'une seule grande. Presque comme un souvenir d'oiseau, beaucoup de minuscules interactions entre les individus mènent à une beauté cohérente mouvement sans le chef d'orchestre. Dans notre système solaire, nous pouvons trouver un équivalent connu sous le nom de Zerike-Madigan ou ceinture ZM, nommée après les 2 scientifiques qui ont proposé il, le docteur Alexander Zerk et le docteur Anari Madigan. Ce à quoi nous nous attendrions autour de notre Soleil s'il avait une ceinture ZM, c'est ce que nous voyons maintenant, en cluster elliptique orbite. Et il est proposé que Sedner et d'autres TNO en font effectivement partie ceinture. Dans cette hypothèse, un singulier, un corps massif comme la planète 9 n'est pas nécessaire si la masse combinée de la courroie ZM est plus de 10 à 20 terres. Encore mieux, le programme LSST à la Vera Rubin l'Observatoire pourra détecter si cette ceinture existe ou pas. Mais il y a une 3e explication qui ne sera jamais directement vue par n'importe quel télescope, l'équivalent cosmique d'un délit de fuite qui s'est produit il y a très longtemps. Le coupable ici aurait pu être une autre étoile qui passe. La gravité d'un objet aurait pu tirer sur ces éléments extérieurs corps, perturbant suffisamment leur orbite, et de manière à provoquer le comportement nous voyons aujourd'hui. Mais, et si ce n'était pas un quasi-accident? Et si l'objet ne fonctionnait pas s'échapper? Et si au lieu d'un passage planète ou étoile, notre système solaire capturait un trou noir primordial? Cela peut paraître invraisemblable. Cependant, il a été proposé que cela n'est en effet pas seulement possible, mais autour aussi probable que de capturer une planète de masse équivalente. Trous noirs primordiaux, on pense qu'ils se sont formés dans la densité phase d'expansion du Big Bang et faire pas de limite de poids stricte, comme ceux qui sont formés par un effondrement étoile. Donc, un avec la masse d'une planète peut exister et concernerait le taille d'un ballon de football. Impossible de voir de la Terre, à moins bien sûr que ce soit consommer quelque chose. Une finale. La possibilité est que nous devons réécrire les lois de la gravité, les partisans de gravité newtonienne modifiée ou MAND, pour brève affirmation que leur modèle explique nos observations actuelles du cluster Orbits TNO. L'attraction accrue de le centre galactique selon un modèle monde est calculée pour aligner les orbites vers ça, et c'est ce que nous voyons. Maintenant, là il y a des problèmes avec MAND, que je n'aurai pas ici, mais c'est curieux que ce soit pourrait fournir un bon ajustement, pour les données pour les ténos dans le système solaire, sans besoin d'une planète 9 planètes, étoile, trou noir ou une réécriture gravitationnelle. Qu'espérez-vous on trouvera? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Personnellement, j'espère que c'est une planète. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi et tout appris à propos de Pluton avant qu'il ne soit déclassé, il se serait bien de revenir à 9 heures une fois de plus. Et qui ne veut pas compléter notre compréhension du solaire système? Peu importe ce que c'est, l'Observatoire Vera Rubin recherche actuellement, et nous le saurons avec certitude très bientôt.
J'ai hâte de voir ce qui se passe là. Depuis plus de 70 ans, nous pensions que la carte du système solaire était terminée. Une collection familière et bien rangée de 9 mondes en orbite autour d'une seule étoile. Mais loin dans l'obscurité gelée, des milliards de kilomètres du plus éloigné connu planète, un fantôme se cachait, un minuscule point de lumière lentement, presque imperceptiblement dérivé à travers les astronomes oubliés photographies, inaperçu et inconnu depuis des années. Sa découverte n'ajouterait pas qu'un 10e nom de la liste des planètes en orbite notre Soleil. Cela déclencherait une identité crise pour le système solaire lui-même, obligeant les astronomes à un amer conflit sur la signification de l'un des mots les plus fondamentaux, et dans le processus redessinant notre carte du solaire système pour toujours. C'est l'histoire du monde qui, fidèle à son nom, a semé discorde dans la communauté scientifique. Je m'appelle Alex McCone et tu regardes Astram. Rejoignez-moi aujourd'hui, alors que nous voyageons vers les bords extérieurs chaotiques de notre énergie solaire système pour rencontrer Eris. Le monde qui a déclenché une guerre sur le sens d'un seul mot, planète. L'histoire d'Aris ne commence pas par un coup d'œil chanceux, à travers un télescope, mais avec un effort monumental pour prendre une inventaire des points du Soleil les plus éloignés sujets. À l'Observatoire Palomar de Californie, une équipe d'astronomes Mike Brown, Chad Truo et David Rabinowitz avait entrepris une enquête systématique sur les confins de notre système solaire, à la recherche de signes d'objets en orbite au-delà de Neptune, surnommé Trans-Neptunien Objet ou TNO. L'équipe utilisait le Samuel 122 m télescope Oshin pour capturer des images d'un large champ du ciel, les mettant grâce à la recherche d'images automatisées logicielles qui signalaient les objets se déplaçant à une certaine vitesse. Et leur recherche avait s'est déjà révélée fructueux avec de nouveaux découverts des mondes comme Quaoar, Orcus et Sedna. Ils peuplèrent peu à peu ce royaume sombre et lointain. Mais l'équipe espérions trouver quelque chose de plus grand. Comme Mike Brown écrivit plus tard, il devait y avoir une planète tendue. La possibilité que Pluton était un excentrique planétaire unique aux confins du système solaire semblait absurde pour moi. Il a décidé de manuellement réexaminer certains anciens ensembles de données que le logiciel était passé. Puis, après mois de revérification, le 5 janvier 2005, Brown a commencé à cliquer à travers une séquence de 3 images de le 21 octobre 2003. Et là, dans les images, était un seul point faible de lumière se déplaçant à un rythme glacial contre le fond d'étoiles fixes. Brown savait instantanément que c'était quelque chose de significatif. C'était brillant, c'est-à-dire était soit grande, soit très réfléchissant, et il se déplaçait beaucoup plus lentement que tout ce qu'ils avaient trouvé auparavant, ce qui signifiait que c'était incroyablement loin. Ma première pensée a été « J'ai trouvé une planète ». L'équipe a commencé à suivre l'objet provisoirement désigné 2003 UB313 pour déterminer son orbite et sa taille. Ils avaient prévu de conserver leur découverte sous silence jusqu'à ce qu'ils aient terminé d'autres observations, mais le monde compétitif de la science planétaire est intervenu. Le 27 juillet 2005, une autre équipe annonçait de manière controversée la découverte d'une autre grande maison du TNO après avoir accédé au public de l'équipe de Brown Carnets d'observation. Pour éviter d'être écopée encore une fois, l'équipe de Brown a été obligée de partir public. Le 29 juillet, ils ont annoncé la découverte de non seulement un mais 2 corps majeurs dans le Soleil extérieur système. Hamha est ce nouvel objet, qui deviendra finalement connu sous le nom d'Aeris. Le secret était dévoilé et le système solaire ne serait plus jamais le même. Dans la mythologie grecque, Eris est la déesse de conflit, une divinité malveillante qui, quand snobée d'un mariage, jetait un cadeau doré pomme inscrite pour le plus juste parmi les déesses, provoquant une querelle. Cela a conduit directement à la guerre de Troie. Dans 2005, la découverte du céleste le corps qui porterait son nom était le équivalent moderne de cette pomme d'or. Jeté dans les salles de l'astronomie, il a déclenché une guerre scientifique sur la même définition d'une planète. Le problème était simple mais profond. Estimations initiales a suggéré que l'AIS était plus grand que Pluton, et calculs ultérieurs basés sur son orbite de la Lune a montré qu'elle était 27% de plus massif. Si Pluton était une planète, alors Aeris, son jumeau le plus massif, certainement devait en être un aussi. Et si Aeris était une planète, qu'en est-il de l'autre grande TNO récemment découvert comme Maca et Sedna? Où serait la ligne dessinée?
La découverte a créé une crise logique inévitable. Comme Mike Brown l'a dit, soit nous allions, il faut ajouter de nouvelles planètes ou en soustraire une. L'Union astronomique internationale, l'organisme mondial responsable de nomenclature astronomique, a été forcée pour agir. Lors de sa 26e Assemblée générale, assemblée à Prague en août 2006, le LA question de ce qu'est une planète a été posé un débat formel et voté pour le premier moment de l'histoire. Le débat a été vif et a révélé une profonde fracture au sein du communauté astronomique, la divisant en deux camps principaux. D'un côté se trouvaient ceux qui préconisaient un géoïsique définition. Ils affirmaient qu'une planète doit être définie par son caractère intrinsèque propriété. Si un objet est massif, assez pour que sa propre gravité l'emporte sa résistance matérielle et tirez-le dans une forme presque ronde, un état connu sous le nom de l'équilibre hydrostatique, il devrait être appelé une planète. Selon cette simple définition, Pluton haïsse la série des planètes naines et potentiellement des dizaines d'autres corps sont devenus des planètes. De l'autre côté se trouvaient ceux qui étaient favorables à une définition dynamique. Ils ont soutenu que l'identité d'une planète n'est pas seulement liée à son état physique, mais à son influence gravitationnelle sur son environ. Une vraie planète, il prétend, doit être la dominante acteur gravitationnel dans son orbital zone. Dans les mots de la finale résolution, elle doit avoir été effacée le quartier autour de son orbite. Le processus de vote lui-même était semé d'embûches controverses. Le vote final a eu lieu le dernier jour de la conférence de 10 jours. À ce moment-là, la plupart des 2500 les participants étaient déjà rentrés chez eux. Seulement 424 astronomes étaient présents pour lancer leur bulletin de vote, une infime fraction des communautés astronomiques mondiales. Quand les votes ont été comptés, la dynamique, la définition avait gagné. L'AIU a réussi résolution 5A, établissant un accord en 3 parties définition d'une planète dans le Soleil système. Il doit être en orbite autour du Soleil, B être en équilibre hydrostatique, et c'est effacer son quartier. Pluton partage son espace orbital avec Neptune et une foule d'autres ceintures Kuiper. Les objets ont échoué sur le 3e critère. Une nouvelle catégorie a été créée, le nain planète, pour les objets qui répondent aux premiers 2 critères, mais pas le 3e. Surtout, une résolution de suivi a été vaincue qui aurait fait nain planète une sous-catégorie de planète. Au lieu de cela, l'AIU a déclaré que les planètes et les planètes naines sont 2 choses distinctes classes d'objets. En un instant, le système solaire a été officiellement réduit à seulement 8 planètes. Critique a immédiatement souligné les défauts de cette définition. L'expression « efface le quartier » était ambiguë et le premier critère en orbite autour du Soleil appliqué uniquement à notre système solaire et ignorait les milliers d'exoplanètes qui nous savons maintenant qu'ils existent. Ce n'était pas un principe universel et élégant, mais une solution réactive, controversée et locale. Une fois le débat réglé, au moins officiellement, l'équipe Discovery avait l'honneur de nommer leur fauteur de trouble monde. Ils ont choisi EIS, un nom Mike Brown. Le feutre était parfait pour l'objet qui avait jeté l'astronomie dans une telle conflit. Le nom a été officiellement accepté en septembre 2006, cimentant l'héritage de ce monde lointain comme le pomme céleste de Discord. Ayant établi son rôle de planète cosmique perturbateur, il est temps de voyager vers Aéris lui-même et comprendre la nature de cela monde renégat. Eris ne réside pas dans le Kuiper en forme de disque relativement stable ceinture, la maison de Pluton et bien d'autres corps glacés. Au lieu de cela, il appartient à une lointaine région plus chaotique et sauvage connue sous le nom de le disque dispersé. Le disque dispersé est un vaste halo peu peuplé d'objets glacés avec des orbites extrêmes. Ces sont les exclus du système solaire. Corps qui s'est probablement formé plus près du Soleil, mais étaient dispersés gravitationnellement dans leurs chemins actuels par Neptune, alors qu'il a migré sur son orbite actuelle il y a des milliards d'années. L'orbite d'Eris n'est pas un cercle comme on pourrait s'y attendre, mais un énorme ellipse, qui le prend 557 années terrestres à retracer. Au plus près, approche ou périhélie, Aéris arrive dans environ 38 unités astronomiques de le Soleil, à peu près à la même distance que l'orbite moyenne de Pluton. Mais à son point le plus éloigné, ou Apollon, ça balance sur près de 98 unités astronomiques, soit près à 15 milliards de kilomètres. Cela fait presque 3 heures fois la distance actuelle de Pluton par rapport au Soleil. L'orbite d'Aris est également abrupte,
incliné à 44 degrés par rapport à l'écliptique, le plan sur lequel voyagent les principales planètes. Cela signifie qu'Aéris dépense ses 557 Earthy toute l'année, s'élevant au-dessus et plongeant bien en dessous du reste du rayonnement solaire système. Pendant des années, on a pensé qu'Aéris était le plus grand jumeau de Pluton. Mais en 2010, les astronomes ont eu la chance de le mesurer avec une précision incroyable. Oui, c'est passé directement devant une étoile lointaine, un événement connu sous le nom d'occultation stellaire. Par chronométrer la durée de la lumière des étoiles bloquées à partir de différents endroits sur la Terre, il pourrait calculer sa taille avec une précision extrême. Le résultat fut une surprise. D'un diamètre de 2326 km, Eris était presque exactement la même taille que Pluton et en fait légèrement plus petit. Cela a révélé le plus cruciale différence entre les deux mondes. Avec une masse 27% supérieure à celle de Pluton, emballée dans un volume légèrement plus petit, l'AIS doit être nettement plus dense. Les scientifiques n'ont calculé sa densité à 2,43 grammes par 6 mètres, nettement supérieur à Pluton, fait 1,85 grammes par 6 mètres. Cela indique un fonctionnement interne très différent structure, alors que l'on pense que Pluton est un mélange d'environ 70 à 30% de roc et glace. Eris doit être composé majoritairement de roches, avec seulement une couche relativement mince manteau de glace au sommet, un cœur rocheux dans un coquille gelée. Cette coquille est aussi l'un des surfaces les plus brillantes du solaire système. Eris a un niveau incroyablement élevé, albedo de 0,99, ce qui signifie qu'il reflète 99% de la lumière du Soleil qui l'atteint. C'est éblouissant la luminosité est potentiellement due à un phénomène appelé effondrement atmosphérique. Comme Pluton, Aéris a une atmosphère composée principalement d'azote et méthane-glace qui est transformée en gaz. Mais comme son orbite extrême le porte dans le froid profond de son appel, cette atmosphère se fige et tombe à la surface sous forme d'une nouvelle couche brillante de gel ou de neige. Alors qu'Aris commence son 280 ans de voyage vers le Soleil, ce givre va réchauffer et sublimer, se transformer en gaz et renouveler l'atmosphère, seulement pour geler et tomber encore des siècles plus tard. Et plus récemment, les observations du télescope spatial James Webb a ajouté une autre couche de complexité. Analyse de différents isotopes du méthane sur Eris. La surface suggère qu'ils ont pu être produits par l'activité géothermique, faisant allusion à l'inattendu processus thermique au plus profond de ces roches noyaux. Ce monde lointain est gelé peut-être, ou au moins une fois eu un choqueur. La clé pour percer les secrets d'Eris et le dernier élément de preuve qui permettrait sceller le sort de Pluton est arrivé en septembre 2005, utilisant le système optique adaptatif avancé sur le télescope WM Keck, un télescope qui corrige les effets de flou de l'atmosphère terrestre pour produire de l'espace-image de qualité télescope. Mike Brown et son équipe a repéré un faible compagnon en orbite autour d'Aéris. Il y avait une lune. Ceci tout changeait. Alors qu'un objet la taille peut être estimé à partir de sa luminosité, sa masse ne peut être que déterminée avec certitude en observant son attraction gravitationnelle sur un autre corps, par exemple un satellite naturel. En suivant attentivement la Lune orbite circulaire de 16 jours, l'équipe pourrait appliquer la loi de Kepler sur le mouvement planétaire pour calculer la masse de l'AIS avec une grande précision. C'est ce calcul qui a définitivement prouvé que l'AIS était plus massif que Pluton, ce qui fait que le débat sur la planète n'est pas juste un exercice académique, mais une urgente nécessité. La Lune elle-même est austère contrairement à son parent. Alors que seulement 25% le diamètre d'Aéris, cette Lune en est une de la plus grandes planètes naines, juste derrière Kérine, de Pluton, et plus grand que Encelade ou Mimis de Saturne. Il est également bien verrouillé sur Aéris. Mes estimations de sa masse à partir de combien elle fait vaciller Aéris dans sa position sont bien en dessous de ce qui permettrait habituellement verrouillage des marées. Cela suggère qu'Aéris lui-même dissipe l'énergie beaucoup plus facilement que nous ne le pensions au départ. Alors qu'Aéris est d'un blanc brillant, sa lune est incroyablement sombre. Décrit comme étant plus sombre que charbon, cela suggère une situation très différente composition de surface, dépourvue du dégelé brillante qui recouvre Aïs, le leader. L'hypothèse sur l'origine de la Lune est un impact géant, un peu comme celui qui a formé la Lune terrestre. Au début du solaire historique des systèmes,
Un objet massif probablement a percuté le jeune Aeris, faisant exploser un nuage de débris en orbite qui finalement fusionnait pour former un seul satellite. Cette naissance violente aurait à enlever les glaces volatiles, laissant derrière un corps plus sombre et plus rocheux. Tout comme Aris doit son nom à la déesse de discorde, sa lune reçut le nom de sa fille mythologique, cette Nomia, l'esprit démoniaque de l'anarchie. Le nom convient à une lune née de chaos, en orbite autour d'un monde qui s'est renversé les lois établies du Solar System. Dans les années qui ont suivi le vote de 2006, Mike Brown a gagné le nom de Pluton tueur, mais cela passe à côté du véritable héritage de sa découverte. Trouver Aeris ne l'a pas fait tuer Pluton. Cela a révélé la vérité sur Pluton famille, agrandissant notre système solaire, plus complexe et plus intéressant. Pour décennies, nous avions un modèle défectueux. 8 planètes d'un certain caractère, puis une étrange valeur aberrante. En forçant ça reclassement, Eris nous a donné une image précise et cohérente de notre maison cosmique. Il y a 4 rochers intérieurs planètes telluriques. Il y a 4 gaz et les géants de glace. Et au-delà d'eux, se trouve un vaste 3e royaume, un essaim de milliers de planètes naines glacées. Une population de des mondes dont nous venions tout juste d'exister. On commence à comprendre. Eris et Pluton sont rois de cette 3e zone, la plus grande et les membres les plus éminents du transpopulation neptunienne découverte jusqu'à présent. Et Aeris lui-même reste le nec plus ultra mystère. C'est le plus massif, connu objet dans notre système solaire qui n'a pas jamais été visité par un vaisseau spatial, tandis que la mission New Horizons de la NASA nous a donné un portrait époustouflant et intime de Pluton. Aeris reste un point lointain de lumière. Ses secrets sont détenus par des milliards de kilomètres d'espace vide. Une proposition, la mission de survol, prendrait environ 25 années juste pour atteindre sa destination. Un voyage qui s'étendrait sur plusieurs générations. Dans un avenir prévisible, la déesse de discorde gardera ses secrets. Sa découverte a résolu un grand débat, mais cela a ouvert un nouveau chapitre dans notre exploration du système solaire, nous rappelant que le plus excitant les découvertes ne sont pas celles qui fournissent les réponses finales, mais celles qui révèlent combien il reste encore à faire explorer. À l'été 1977, laboratoire de propulsion à réaction de la NASA a lancé une paire de fusées Titan Centaure contenant un vaisseau spatial presque identique connu sous le nom de Voyager 1 et Voyager 2. Les sondes jumelles ont été construites pour durer 5 ans, avec l'intention d'étudier Jupiter et Saturne et l'heure des lunes plus grandes. Incroyablement, près de 45 des années plus tard, la NASA est toujours en constante communication avec les 2 sondes, ce qui prendre des commandes de routine et transmettre des données retour au réseau spatial profond de la Terre, faisant du Voyager le plus ancien mission dans l'histoire de l'espace exploration. Après avoir terminé toutes ces étapes initiales objectifs d'ici 4 ans, la NASA étendu la mission du Voyager pour inclure les 2 géantes extérieures, Neptune et Uranus, avant de se lancer dans le même Voyager interstellar plus ambitieux, mission dans le but d'explorer les limites extérieures de la sphère du Soleil, influence et au-delà. Voyageurs 1 et 2 ont désormais parcouru 22 milliards de kilomètres et 18 milliards de kilomètres de la Terre, respectivement. Alors jusqu'à présent, ils ont quitté l'héliosphère et est entré dans l'espace interstellaire. Mais le temps même pour les sondes Voyager de longue durée, c'est à court. Peut-être que dès 2025, les sondes perdront leur puissance restante à provisionner et sombrer pour toujours. En prévision de cela, la NASA a commencé à mettre les instruments du probe hors ligne dans l'espoir de prolonger la vie du mission pour encore quelques années. Mais quand les sondes Voyager s'assombrissent inévitablement, ils laisseront derrière eux une mine de données qui est sans précédent par sa taille et portée. Alors maintenant que nous sommes entrés dans la finale de la mission Voyager jour, on peut se demander qu'est-ce que Voyagers 1 et 2 découvrent là-bas? Est-ce que les sondes et leurs instruments tiennent le coup sous les rigueurs des voyages interstellaires? Et pourquoi les scientifiques sont-ils si surpris par qu'est-ce qu'ils ont appris? Je m'appelle Alex McCone et tu regardes Astram. Rejoignez-moi aujourd'hui pour examiner les découvertes les plus étonnantes de presque mission Voyager de 45 ans et revivez la voyage remarquable que les sondes ont fait après avoir quitté l'orbite de Neptune, voyageant depuis les systèmes solaires glacés géants extérieurs au bord de l'espace interstellaire. Alors que les voyageurs 1 et 2 étaient censés être en mission pour 5 ans, leur équipe de scientifiques et ingénieurs avant-gardistes
fait un certain nombre de choix de conception qui permit aux sondes de tenir le coup sur un voyage beaucoup plus long. Chaque sonde est équipée d'une longue durée générateur thermoélectrique de radioisotopes qui convertit la chaleur de la décomposition isotope du plutonium-238 en électricité pouvoir. Ces sondes ont également licenciement de la plupart de leurs 11 instruments scientifiques en cas de panne machine, ainsi que 16 hydroïnes propulseurs, dont 8 de secours. Plus important encore, le lancement a eu lieu à le moment idéal. Quand le voyageur mission planétaire lancé en 1977, NASA a profité d'une fois tous les 176 ans l'alignement des planètes, qui non seulement autorisé pour les survols de Neptune et d'Uranus avec un ajustement minimal du cap, mais a donné les sondes reçoivent une assistance gravitationnelle de chacun des géants qu'ils ont visités, augmentant leur vitesse effective au-delà de ce qu'ils pourraient obtenir de leur propre propulsion de fusée. Cette idée était relativement nouvelle à l'époque-temps, n'ayant été que tentée auparavant sur les missions Pioneer de la NASA pour Jupiter et Saturne. En 1981, Voyager 1 s'est échappé de l'écliptique, qui est le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, cap 35 degrés vers le haut nord. Voyager 2 est ensuite passé sous le écliptique, orienté à 48 degrés vers le sud, après la mission planétaire. Voyager étendu pour devenir le Voyager mission interstellaire, les caméras allumées les deux sondes ont été désactivées afin de conserver l'énergie. La dernière image prise par Voyager 1 est le fameux point bleu pâle photographie de la Terre prise depuis une distance d'environ 6 milliards de kilomètres. L'image la plus reculée de la Terre jamais prise. Cependant, ce n'était qu'un début les voyages du voyageur. Pour atteindre l'espace interstellaire, les sondes, il faut traverser le choc de terminaison, une région dans laquelle des vents solaires hypersoniques s'est heurté à une résistance farouche de la part des vents interstellaires. De-delà du choc final, les voyageurs rencontraient la gaine hélio, où les vents solaires qui ralentissent s'accumulent, devenant plus denses et plus chauds, suivi du hélopore, la dernière frontière entre le héliosphère et espace interstellaire. Mais malgré ce qu'on peut penser, le début du milieu interstellaire ne fonctionne pas, marque en fait la fin de notre énergie solaire système. En effet, ce sera encore 300 ans jusqu'à ce que Voyager 1 atteigne l'Oort nuage, la vaste région de milliards de planétésimaux glacés qui entourent notre système solaire comme une bulle, et une autre 30 000 ans avant de sortir du nuage, quitter notre système solaire pour toujours. Lorsque les voyageurs traversèrent le gaine hélio, ils ont fait une incroyable découverte. Parce que le Soleil est magnétique, le champ tourne dans des directions opposées sur ses pôles nord et sud, le spin crée une ondulation là où ils se rencontrent, appelée la nappe de courant héliosphérique. En quelque sorte, comme les anneaux créés en laissant tomber un pierre dans l'eau. Cependant, lorsque la feuille atteint le choc de terminaison, il se comprime comme si les ondulations étaient heurtées le bord d'une piscine. Les sondes voyagées ont découvert qu'après le choc de terminaison, ceux-ci se sont empilés, les ondulations forment des bulles magnétiques. Ceci désigne la limite de la gaine. Hélio n'est pas aussi fluide et net que pensèrent les scientifiques. Il s'agit plutôt d'un fluctuant et magnétiquement pétillant environnement. Cette découverte désordonnée a suscité une révision complète de notre modèle du gaine hélio. Le 25 juillet 2012, le Voyager 1, la sonde spatiale, est devenu le premier objet de quitter l'héliosphère du Soleil et entre dans l'espace interstellaire. Il voyageait à une vitesse incroyable de 540 millions de kilomètres par an, soit 3,6 unités astronomiques. Une unité astronomique étant la distance entre la Terre et le Soleil. La distance à laquelle Voyager 1, j'ai traversé l'hélicoptère vers 120 heures unités astronomiques du Soleil, qui en soi, c'était une révélation. C'était inconnu où exactement l'aide s'est produite. Curieusement, certains premiers modèles le disaient aussi proche que Jupiter et d'autres plus loin. N'oubliez pas que l'aide est le limite où se trouve le vent solaire du Soleil, arrêté par sa collision avec le milieu interstellaire. Un peu comme le écrasement de deux puissants plans d'eau les uns contre les autres. Le vent solaire est le flux constant de particules chargées, telles que sous forme d'électrons, de protons et d'alpha-particules provenant de l'extérieur du Soleil couche. Le milieu interstellaire, par contraste, est constitué de particules chargées, les gaz et la poussière cosmique laissés par le Big Bang et d'autres anciens supernovas. Quand ces flux chargés se frappent, ils changent de cap
et forment une région d'équilibre appelée limite d'héliport. Au début, la NASA ne savait pas si Voyager 1 avait vraiment traversé l'hélicoptère et était entré espace interstellaire. Comme le prédisèrent les modèles, le détecteur d'ondes plasma du probe a trouvé une augmentation massive de la densité du plasma, 80 fois ce qu'il avait enregistré dans le gain hélio extérieur et une pointe dans rayon cosmique galactique. Mais quelque chose d'étrange, il n'y a pas eu de qui est parti, les scientifiques étaient perplexes. Après avoir traversé le héloport, Voyager 1 n'a détecté aucun changement dans le champ magnétique ambiant. Pourquoi était-ce si surprenant? Eh bien, les modèles théoriques supposaient que le champ magnétique ambiant l'orientation changerait dans une région dominée par les champs magnétiques de d'autres étoiles. Mais remarquablement, Voyager 1 n'a détecté aucun changement perceptible dans le magnétisme ambiant. La NASA était tellement confuse qu'elle a attendu près d'1 an avant d'annoncer que Voyager 1 était en effet entré espace interstellaire. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 voyageait à une vitesse légèrement plus lente de 490 millions de kilomètres, soit 3,3 astronomiques unités par an, a rejoint Voyager 1 en devenant le deuxième objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. La traversée également eut lieu 120 unités astronomiques du Soleil. Et comme le Voyager 1.6 des années plus tôt, la sonde n'avait détecté aucune modification du champ magnétique ambiant. Mais quelque chose d'autre a surpris les scientifiques. Vous voyez, le Soleil traverse 11 ans cycles solaires durant lesquels son activité des hauts et des bas. Traversée du Voyager 2 s'est produit à une époque où les vents solaires étaient culminants. Les modèles prédisaient que la taille de l'héliosphère fluctuerait avec le cycle solaire, ce qui signifie qu'il aurait s'est développé lorsque Voyager 2 a fait son traversée. Pourtant, Voyager 2 a traversé l'AED exactement à la même distance. Voyager 1 avait 6 ans auparavant, ce qui signifie que les modèles étaient faux. Comme le découverte du magnétomètre, ceci a démontré la valeur des tests modèles théoriques avec données de terrain. Nous soupçonnons maintenant la frontière entre l'héliosphère et le milieu interstellaire sont beaucoup plus tordues et remplies de fluctuations que les modèles précédents proposés. Une idée maîtresse est que notre Soleil est apparu il y a des milliards d'années, d'une température chaude et région fortement ionisée suite à la explosion d'un ou plusieurs supernovae et que la turbulence magnétique persiste ce jour près de l'héloport. Si c'est le cas, les sondes rencontreront probablement une autre orientation magnétique pendant leur voyage plus loin, mais leurs instruments il fera probablement très sombre à ce moment-là. Bien que la mission historique Voyager va bientôt se terminer, les sondes jumelles commencent tout juste leur voyage cosmique. Dans 40 000 ans, Voyager 1 sera probablement dérive vers une étoile du Camélopilus constellation, tandis que Voyager 2 passera à 1,7 années-lumière de l'étoile Ross 248. Dans 296 000 années, il passera 4,3 années-lumière de Sirius. Ces petits et intrépides les sondes survivront probablement à la Terre lui-même, alors qu'ils continuent leur solitude errance à travers la Voie lactée. Et si par hasard ils rencontrent des intelligents, la vie, dans l'une des confins de notre galaxie, ils seront un témoignage de l'ingéniosité et la résilience de l'humanité. Sur chacune des sondes est un doré disque audiovisuel appelé l'or enregistré. Ces dossiers contiennent des photographies de la Terre et de ses nombreuses formes de vie, des bruits de baleines et de bébés qui pleurent, musique de Mozart et Chuck Berry, et des dizaines de peuples autochtones et salutations en 55 langues. Ils offriraient à un étranger lointain un aperçu de qui nous sommes et de la vie la Terre est comme. Quant à nous, il faut dire au revoir à ces vieux amis familiers et continuer nos propres vies ici Terre. Espérons que la mission Voyager ne sera pas notre dernier contact avec le des étoiles, mais seulement le début. Dans le vide sombre et glacial au-delà de Neptune, se trouve une région vaste et mystérieuse, où les anciens vestiges de notre énergie solaire, la naissance des systèmes, dérivent silencieusement à travers l'obscurité, parfaitement préservée par le gel profond de l'espace. Pour atteindre cette étendue sombre depuis Terre, nous devons voyager au-delà des rochers planètes, volant près de Mars, puis au-delà les tempêtes tourbillonnantes de Jupiter et Saturne. Plus loin encore, au-delà du géante bleu, Uranus et Neptune, nous enfin atteindre notre destination. Bienvenue dans la ceinture de Kuiper,
un vaste anneau de débris glacés encerclant notre énergie solaire système comme un halo gelé. Ce n'est pas seulement une collection de lointains des roches, est une capsule temporelle de 4,6 il y a des milliards d'années, gardant intact éléments constitutifs de notre cosmique quartier. Il abrite plusieurs planètes naines et objets mystérieux qui ont laissé de nombreux astronomes se gratter la tête. Je m'appelle Alex McCohan et tu regardes Astram. Rejoignez-moi aujourd'hui pour explorer le monde caché dans l'ombre de notre système solaire et rassembler des indices sur son histoire, sur la planète formation, l'activité des comètes et même la origine de la vie. Avant de savoir avec certitude que le Kuiper, la ceinture, était réel, soupçonnaient les astronomes que quelque chose existait au-delà de Neptune. Depuis des décennies, le nain préféré de tous. On pensait que la planète Pluton était un objet isolé dans le Soleil extérieur système, mais quelque chose n'allait pas. Ses petites tailles et orbites inhabituelles suggéraient que Pluton n'était pas seul, et que peut-être ce n'était que l'un des nombreux projets à venir être découverts des objets lointains. En 1951, l'astronome Gerhard Kuiper prédit l'existence d'une ceinture de glace objet juste au-delà de l'orbite de Neptune. Mais sans télescope puissant suffisant pour détecter ces objets, l'idée est restée théorique pendant des décennies. Cela a changé en 1992 lorsque les astronomes David Jarrett et Jane Loewe ont découvert le premier objet confirmé de la ceinture de Kuiper, connu comme 1992 QB1. Pluton et sa lune Carène étaient toutes deux découverts avant 1992 QB1, Pluton en 1930 et Carène en 1978, mais les objets ont seulement été confirmés comme KBO après le KBO de 1992. Depuis, des milliers d'autres objets de la ceinture de Kuiper ont été identifiés, peuplant cette lointaine région au-delà de Neptune. Pour saisir la véritable ampleur et la position de la ceinture Kuiper, imaginons que nous sommes voyagés dans un vaisseau spatial, à partir de le Soleil et se déplaçant vers l'extérieur limite de notre système solaire. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage, comparez la ceinture Kuiper aux deux, plus ceinture d'astéroïdes bien connue et le moins nuage étrange bien connu. En partant près du Soleil, nous passons devant les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Entre Mars et Jupiter, nous voir la ceinture d'astéroïdes composée des restes de matériaux de l'époque où nos planètes formaient. Qu'un mince anneau rocheux étalé débris. La ceinture d'astéroïdes est d'environ 2,2 à 3,2 unités astronomiques du Soleil et environ une unité astronomique large. Pour rappel, un astronomique, l'unité est équivalente à la distance de le Soleil à la Terre. La plupart des astéroïdes connus résident dans cette partie de notre système solaire, allant en taille par rapport aux plus gros astéroïdes, Vesta, avec 525 km de large, presque la distance de Londres à Belfast, à les plus petits objets, dont certains sont simplement des dizaines de kilomètres de diamètre. Cependant, malgré résidant dans un si grand espace, le masse total de tous les astéroïdes, toute la ceinture d'astéroïdes combinée, n'est qu'environ 3% de la masse de la Lune. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, nous rencontrons les géantes de gaz et de glace, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, des mondes colossaux qui dominent le système solaire externe. Enfin, alors que nous passons sur l'orbite de Neptune à 30 unités astronomiques, nous atteignons notre destination, une glace encore plus lointaine frontière, la ceinture de Kuiper. Cette vaste étendue s'étend de 30 à 50 unités astronomiques et abrite un gamme d'objets intrigants de frozen reliques du premier système solaire pour planètes naines, dont Pluton, Oméa, Eis, Makemake et d'innombrables autres des objets plus petits. Comme la ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper contient d'anciens débris de nos premiers systèmes solaires. En fait, la ceinture Kuiper, les objets sont considérés comme faisant partie les pièces les plus anciennes de notre énergie solaire nébuleuse qui formait à l'origine le planète de notre système solaire. Et donc, à un moment dans un passé très lointain, ces pièces égarées auraient pu se réunir pour en former un autre corps planétaire. Cependant, celui de Neptune, la gravité, empêchait les objets glacés de fusionner et ne leur a jamais permis de former quelque chose de nouveau. Contrairement à la ceinture d'astéroïdes, qui est principalement constituée de matériaux rocheux, la ceinture de Kuiper est constituée principalement de méthane, ammoniac et glace d'eau,
formant un anneau de pâte congelée épais en forme de beignet, forme de débris. La ceinture de Kuiper en contient des centaines des milliers de gros corps glacés, plus gros plus de 100 km de diamètre, et plus d'un des milliards de comètes, sans parler des plus petites débris et poussières. Et la moyenne, la distance entre les objets, est si grande qu'elle peut être difficile à imaginer. Chacun de ceux-là objets est en moyenne compris entre 0,02 à 0,1 unités astronomiques. Imaginez 10 millions de kilomètres entre les objets. Ici, dans les lointaines confins de notre système solaire, ces corps glacés dérivent dans presque le silence, préservant les indices vitaux sur les origines des planètes et des comètes. Mais cela ne s'arrête pas là. C'était juste la région principale de la ceinture de Kuiper. Chevauchant le bord extérieur de la pièce principale, la région est une autre zone de la ceinture de Kuiper appelée disque dispersé, qui continue jusqu'à près de 1000 unités astronomiques, avec une certaine ceinture Kuiper-objet, sur des orbites qui atteignent même bien au-delà de cela. Ainsi, alors que la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper en partagent similitudes, comme vous pouvez le constater, l'un est beaucoup plus cher que l'autre. Et même si nous avons peut-être atteint la fin de la ceinture Kuiper, il y en a encore une autre structure massive qui entoure chaque autre objet et ceinture que j'ai mentionnée loin. Dans une vidéo récente, j'ai parlé de le nuage d'Oort, la structure colossale de débris de glace en orbite qui encercle tout notre système solaire. C'est tellement à une distance à couper le souffle que même les télescopes les plus puissants ne peuvent pas capter un aperçu. Alors comment ces deux-là structures, le Oort Cloud et le Kuiper ceinture, diffèrent les uns des autres? Pour un, la ceinture de Kuiper est des milliers de fois plus proche du Soleil que du centre de haut nuage, qui est censé s'étendre de 2000 à 100 000 astronomiques unités. Une autre différence majeure est que la ceinture Kuiper est en forme de beignet, tandis que le nuage est sphérique, comme un gigantesque bulle de débris grouillant. Mais quelque chose que ces structures ont le point commun est qu'ils sont tous deux sources du phénomène céleste que nous connaissons comme des comètes. Le nuage est la source de nombreux longs comètes d'époque, alors que la ceinture de Kuiper est où naissent quelques comètes à courte période. Alors que la ceinture de Kuiper est aujourd'hui l'une des structures les plus massives du solaire système, ce n'est qu'une petite fraction de ce que c'était autrefois. À l'origine, au total, il contenait probablement 7 à 10 fois la masse de la Terre, mais le déplacement des orbites des 4 gaz géants et les planètes de glace sont à l'origine de la majeure partie de cela. Perdu dans l'espace. Ce qui reste n'est plus qu'environ 10% de la masse terrestre. Non seulement ça, mais la ceinture de Kuiper continue aujourd'hui s'éroder lentement. En tant qu'objet parfois entré en collision et se briser, des fragments plus petits sont laissés dans leur réveil. Et une partie de la poussière qui en résulte est soufflée hors du système solaire par le vent solaire. Parfois ces collisions, où la gravité de Neptune provoquera Kuiper ceinturer des objets, pour se diriger vers un nouveau chemin vers le Soleil, créant une courte période comète, qui ont des orbites inférieures à 200 ans. Au fil du temps, le rayonnement du Soleil provoque comètes pour libérer de la matière, produisant le queue spectaculaire que nous voyons depuis la Terre. Plusieurs comètes célèbres proviennent du ceinture Kuiper, ou disque dispersé, y compris la comète de Hale avec une moyenne période orbitale de 76 années terrestres, ou la comète Shoemaker-Levy 9 qui s'est brisée séparée et s'est écrasée sur Jupiter en 1994 lors de la toute première collision jamais observée, 2 corps du système solaire. Comme nous le savons tous, Jupiter a survécu mais l'impact a été visible depuis la Terre et était tout à fait un spectacle spectaculaire à voir. Vous pouvez voyez par vous-même, si vous consultez mon vidéo sur les conséquences de cela collision. Vous avez peut-être aussi entendu parler dans les journaux récemment à propos d'un astéroïde géocroiseur nommé 2024 A4. Même s'il y a une très petite chance de cet astéroïde entrant en collision avec notre Lune, ou même une plus petite chance que cela ait un impact Terre, les comètes à courte période provenant de la ceinture de Kuiper posent non-menace immédiate pour nous dans les 100 prochaines années, ou plusieurs années. En d'autres termes, vous ne le faites pas, il faut s'inquiéter de ça. Bien que la ceinture Kuiper ne soit qu'un petit vestige de ce qu'il était autrefois, il offre toujours une frontière presque sans fin d'objets à explorer. Et contrairement à le nuage, que nous n'avons pas été pu encore visiter, nous sommes allés aux ceintures Kuiper.
Même si la plupart de ce que nous savons sur Kuiper Belt vient du sol, les télescopes et l'espace Hubble télescope, New Horizons de la NASA est le seul vaisseau spatial à avoir été réellement là. Il a effectué un survol du nain, planète Pluton et objet de la ceinture de Kuiper 2014 MU-69, qui fut plus tard officiellement nommé Araot, signifiant ciel en amérindien Powhatan ou langue algonquienne. Ce survol d'Arat en 2019 a été le plus survol lointain dans l'histoire de l'espace exploration, se déroulant sur 1,5 milliard de kilomètres au-delà de Pluton, avec le Nouvel Horizon vaisseau spatial se rapprochant à environ 3500 km au-dessus de la surface du objet. Et même parmi l'essaim d'objets mystérieux qui composent le Kuiper Belt, Haricot a quand même réussi à surprendre l'équipe de New Horizons. La forme étrange ne ressemblait à rien de ce que nous avions jamais vu dans notre système solaire. Haricot est un petit KBO glacé connu sous le nom de contacté binaire, composé de deux losses qui, à un moment donné, a fusionné en un seul corps. Sa forme ressemble à un aplati bonhomme de neige. Avec seulement 35 km de long, 20 km de large et 10 km d'épaisseur, vous ne penserez peut-être pas qu'il y a beaucoup à apprendre de ce relativement petit objet. Mais ce qui manquait à Haricot atmosphère et une géologie diversifiée, cela a fait par sa structure unique. Le forme bizarre de bonhomme de neige en forme de crêpe. L'objet de la ceinture Kuiper fournit des informations cruciales, un aperçu de la façon dont la construction planétaire, les blocs, se sont réunis au début du Solar System et comment les planètes ont pu se former. La forme d'Arat semblait lui donner un champ de gravité contre-intuitif et rotation. Et plusieurs articles publiés depuis le survol ont conduit à un presque vérité indéniable sur la façon dont la planète forme décimale. Quelque chose de nouveau. L'équipe d'Horizon ne s'y attendait pas. Planètes des décimales se forment lorsque des objets plus petits arrivent ensemble pour former des corps plus grands qui peuvent finalement se combiner pour créer une planète. Jusqu'à présent, il y avait deux concurrentes théories. Accrétion hiérarchique, qui a proposé que les petits objets s'écrasent les uns dans les autres à grande vitesse jusqu'à ce qu'ils ont créé quelque chose de plus grand et de local effondrement des nuages, où les objets proches se rassembleraient lentement à cause de leur attraction gravitationnelle, formant des corps de plus en plus grands. Et maintenant, grâce au survol d'Araot et d'importantes recherches sur l'objet géologie, géoïsique, composition et formation, nous pouvons être à peu près certains que la théorie de l'effondrement local des nuages est correcte. La surface lisse de l'objet et l'absence de fractures dues au stress confirmaient que le bonhomme de neige cosmique s'est formé à basse température vitesse. Alan Stern, planétologue et responsable du projet New Horizons Mission, a déclaré que les preuves étaient tellement fortes, nous avons résolu de manière décisive un débat multimore sur la façon dont la planète forme décimale. Et grâce à New Horizons, nous arrivons à voir l'objet de ceinture Kuiper le plus célèbre, Pluton. Le vaisseau spatial a effectué un survol 2015, nous permettant de nous rapprocher, et personnel, comme jamais auparavant, et prend ces images époustouflantes. La mission observation recueillie de Pluton et Karen, la plus grande lune de la planète naine, et a pu collecter des données sur Pluton d'autres satellites, Nix, Hydra, Kerberos et Styx. Bien sûr, nous avons tous vu l'étonnante photographie de la forme du cœur de Pluton région de surface, également connue sous le nom de Tomba Rigaud. Mais saviez-vous que le lac caractéristique en forme de cœur est en fait un glacis? Le lobe occidental du cœur nommé Sputnik Planitia, d'après le nom de la Terre, le premier satellite artificiel Sputnik 1, est une vaste glacis d'azote qui s'étend 1000 km de large et 4 km de profondeur et est sans aucun doute la plus grande glacis connue de le système solaire. Le lobe oriental de le cœur tire sa couleur claire de l'azote transporté depuis Sputnik Planitia et déposé sous forme de glace. Non seulement nous avons obtenu des images époustouflantes de Pluton, mais les données de New Horizons a changé à jamais la façon dont nous comprenons notre planète naine préférée. Il a révélé que Pluton est bien plus complexe que nous pensions auparavant et offre des indices sur l'origine de sa forme en forme de cœur. Les données ont amené certains à croire que la région en forme de cœur de Pluton pourrait être expliquée par une glace d'eau interne océan. Cependant, une étude récente menée par l'astrophysicien Harry Valentine de l'université de Ben a révélé un autre coupable plus probable. Le cœur, la forme peut avoir été causée par un faible impact de vitesse
qui a laissé un gigantesque éclabousser la surface de Pluton, créé la moitié ouest du cœur Forme. Cet impact se serait produit à un angle oblique, c'est-à-dire pas tout droit. Imaginez lancer un ballon d'eau à travers sécher la chaussée de la même manière que vous pourriez sauter une pierre à travers un étang. Quand le ballon gratte le trottoir, il éclate, laissant une longue éclaboussure d'eau à travers le trottoir. Ce genre de l'impact incliné et à faible vitesse est similaire à la façon dont le lobe ouest du cœur de Pluton, une fonctionnalité, a peut-être été créée. Mais c'est pas seulement Pluton que nous pouvons voir fermé. Les images de la lune de Pluton-Carène étaient également incroyables. Pouvez-vous comprendre l'énorme ceinture tectonique équatoriale? Son existence suggère une eau disparue depuis longtemps océan de glace sur Carène. Alors, quelle est la prochaine étape dans notre quête pour comprendre la ceinture Kuiper et par conséquent pour comprendre notre solaire système? New Horizons devrait sortir la ceinture de Kuiper entre 2028 et 2029. Et même s'il n'y a pas de courant cible pour un survol ultérieur, c'est possible que la NASA identifie un autre cible approprié. De nouveaux outils comme le télescope spatial James Webb pourraient nous aider à analyser plus en détail la composition de objets de la ceinture de Kuiper. Et peut-être dans un avenir lointain, une mission robotique pourrait permettre-nous d'atterrir sur l'un d'eux objets mystérieux ou même collecter un échantillon pour une mission de retour vers Terre. Qui sait quoi d'autre nous ferons découvrir là-bas dans ce vaste gelé frontière? À mesure que la technologie progresse, l'avenir, les missions, espérons-le, approfondiront la ceinture de Kuiper, révélant davantage de ses secrets de longue date, un monde glacé à la fois le temps. Et si je vous disais qu'il y a une structure colossale qui commence aux limites de notre système solaire, celui qui entoure notre Soleil et toutes les planètes, mais nous ne l'avons jamais vu. Un coquille composé de milliards, voire des milliards d'anciens morceaux de glace de la taille de montagne, marque la limite la plus éloignée limite de notre système solaire. Ou alors nous pense, à couper le souffle, loin, au-delà du portée même de nos plus puissants télescopes, où le nuage est une région enveloppée de mystères et de spéculations, où l'influence du Soleil s'affaiblit à mesure qu'il frôle le vide de l'espace interstellaire. Quoi exactement est-ce un nuage étrange? Si nous n'avons jamais je l'ai observé directement, comment savons-nous c'est dehors? Et pourquoi certaines personnes remettent en question son existence? Découvrons. Je m'appelle Alex McCowan et vous regardez Astram. Rejoignez-moi aujourd'hui alors que nous aventurez-vous aux confins de nos systèmes solaires et au-delà pour construire une image de cet objet astronomique invisible, me demande. Vous avez probablement entendu parler de l'astéroïde ceinture et peut-être même la ceinture Kuiper. À deux emplacements différents dans notre solaire système, ces bandes à peu près en forme de beignets de débris se déplacent chacun dans la même direction et plus ou moins dessus le même plan orbital que les planètes autour de notre Soleil. La ceinture d'astéroïdes est là le plus proche du Soleil de ces deux anneaux de débris, situés entre Mars et Jupiter, et se compose de des millions d'astéroïdes en orbite. La ceinture Kuiper, en revanche, était proposée pour la première fois par l'astronome Gérard Kuiper comme origine d'une courte période comète au milieu du siècle. C'est un champ massif de débris glacés au-delà Neptune. De temps en temps, un morceau de Kuiper, les débris de la courroie seront poussés par gravité, l'envoyer sur une nouvelle orbite plus proche du Soleil. Dans certains cas, cela crée un nouveau comète à courte période. Ces comètes ont orbite de moins de 200 ans et sont souvent prévisibles alors qu'ils continuent à faire des orbites ultérieures autour du Soleil. Au même moment où Kuiper était enquêté sur les comètes à courte période, un astronome néerlandais nommé Jan Oort était contemplé l'origine d'une longue période des comètes. Peu de scientifiques du XXe siècle a apporté davantage de contributions à l'astronomie que toi. En 1927, il calcula notre place dans la galaxie de la Voie lactée. Puis en 1932, il fut le premier à trouver preuve de matière noire pour n'en nommer que quelques-unes exemples de ses découvertes. En 1950, Oort fut le premier à théoriser l'existence d'une épaisse bulle d'essaimage débris glacés qui entourait tout notre système solaire, maintenant connu sous le nom d'Oort-nuage. Mais contrairement à l'astéroïde ceinture et ceinture Kuiper, c'est encore à faire être directement observé. Pour comprendre cette théorie, permettez-moi expliquer ce qui a conduit à cette proposition. Contrairement aux comètes aux orbites courtes, comme la comète de Hale avec une moyenne période de 75,3 ans, ou la comète NK avec une période de seulement 3,3 ans,
longue période, les comètes étaient imprévisibles. D'une part, leurs périodes orbitales étaient si longues que dans certains cas, cela pourrait prendre jusqu'à 30 millions d'années pour effectuer une orbite. Et curieusement, ces comètes venaient de toutes différentes directions et avaient diverses orbitales inclinations. C'était un mystère sur le plus grand des balances, mais j'ai remarqué quelque chose qui toutes ces comètes à longue période avaient commun. Les orbites indiquaient que ces comètes ne venions pas de loin espace interstellaire, mais à leur origine devait être plus proche de chez eux. Cependant, comme je l'expliquerai dans un instant, pas trop près de chez moi. Donc, si ces longues les comètes de l'époque ne venaient pas du ceinture de Kuiper et ne venions pas de loin dans l'espace interstellaire, où se trouvaient, ils viennent d'où? Devrait trouver une similitude particulière entre les orbites de ces comètes, celle qui pourrait apporter la réponse à cette question. Question. Le point sur l'orbite d'une comète où elle se trouve le plus éloignée du Soleil s'appelle le apelon, où remarquez que tous ont observé les comètes à longue période semblent avoir un aphelion qui tous regroupés autour d'une certaine distance, environ 7,5 billions de kilomètres du Soleil. C'est vrai, des milliards avec un T. Comme vous pouvez le constater, lorsqu'il s'agit de les distances dont je vais parler dans ce vidéo, nos unités de mesure typiques tombaient un peu court. Ainsi, au lieu d'utiliser kilomètres, je vais passer à unité astronomique. Un astronomique, l'unité ou AU, est défini comme la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. La Terre est donc à 1 UA du Soleil. L'apélia regroupant cela ou remarquez où se trouvent les comètes à longue période, atteint leur distance orbitale la plus éloignée du Soleil, était d'environ 50 000 unités astronomiques. Pour aider, imaginez les orbites de ces longues périodes comètes. Gardez à l'esprit que les plus éloignées. La planète de notre système solaire, Neptune, est à environ 30 UA du Soleil, soit environ 4,5 milliards de kilomètres. La région principale du Kuiper, la ceinture s'étend de l'orbite de Neptune à 30 AU jusqu'à environ 50 AU. Mais récent preuve du New Horizon de la NASA, le vaisseau spatial suggère une deuxième région de la ceinture de Kuiper, appelée la ceinture dispersée disque, qui continue à environ 1000 UA. C'est avec ces principales conclusions que j'ai observé des comètes qui ne sont pas venues de loin dans l'espace interstellaire. Les distances orbitales regroupées autour 50 000 UA et le fait qu'ils soient arrivés de n'importe quelle direction et orbitale inclination qui a théorisé un spécial essaim sphérique de débris glacés qu'il croyait être à l'origine de comètes à longue période. Dans les années qui ont suivi ensuite, des modèles mathématiques ont montré accord avec l'étrange théorie des nuages, et les astronomes ont en outre théorisé divers mécanismes par lesquels l'étrange nuage est arrivé dans son état actuel. L'idée principale est que l'étrange nuage formé à partir de débris anciens, de reste depuis l'époque où notre planète s'est formée 4,6 milliards il y a des années. Après la formation des planètes, la région environnante était encore riche en ces petits morceaux restants de matériel appelés planétésimaux. La gravité de ces premières planètes puis disperser les restes de matière dans toutes les directions. Du matériel a été jeté complètement hors du système solaire, mais une partie importante a été envoyée dans des orbites excentriques apparemment aléatoires autour du Soleil. Ces décimales planétaires dispersées avaient des orbites suffisamment excentriques pour qu'ils ont été influencés par les forces gravitationnelles en dehors de notre système solaire, alors qu'il est encore restant capturé dans l'orbite de notre Soleil. Et on pense que c'est ainsi que des milliards ou des milliards de morceaux de glace sont arrivés faire partie du ou du cloud. Les perturbations gravitationnelles peuvent forcer objets de la ceinture de Kuiper déplacés, créant comètes à courte période. Nous pensons que des forces similaires sont ce qui envoyaient des objets cloud dans des orbites elliptiques avec le Soleil créant des comètes à longue période. Ces perturbations pourraient être causées par le passage étoiles ou nuages moléculaires, ou marée-force de la Voie lactée elle-même. En fait, il y a environ 70 000 ans, Schultz la star a gagné le titre de la star qui s'est rapprochée de notre système solaire, broutant en fait la région extérieure du nuage d'Oort. Mais heureusement pour nous, ce n'est pas le cas provoqué des perturbations catastrophiques le nuage Oort ou notre système solaire à grand. L'étoile de Schultz est une binaire de faible masse système, composée d'une naine rouge et un compagnon nain brun. Donc 10, il y a des millénaires. Même à une distance beaucoup plus proche distance O ou au nuage,
l'influence gravitationnelle de ce binaire, l'étoile était nettement plus faible que ça, de notre Soleil beaucoup plus massif. Cependant, alors que la plupart des objets ont connu peu ou pas d'impact pendant la messe basse étoile brève rencontre avec le bord de l'E ou le cloud, simulation numérique à partir de 2018 a conclu que la star de Schultz et on pense qu'il a poussé au moins certains objets déplacés, créant et influençant la trajectoire de certains longs comètes d'époque. Mais le Soleil est là depuis plus de 400 milliards d'années, et c'est beaucoup de temps pour d'autres rencontres rapprochées avec des stars en le passé lointain. Pourraient-ils les interactions ont empêché le ou le cloud de se former? Nos modèles suggèrent non. Cependant, des nuages impairs peuvent échanger avec les étoiles qui passent au fil des éons. Vous voyez d'autres chiffres plus récents, les simulations ont suggéré que cet étrange des nuages pourrait exister autour d'autres étoiles aussi. Notre étrange nuage peut aussi avoir à la fois une région intérieure et une région extérieure, chacune avec ses propres formes distinctes. Certains scientifiques suggèrent que la région intérieure peut être plus comme un disque semblable aux beignets forme de la ceinture Kuiper, tandis que l'extérieure région est suggérée pour former la coque sphérique plus largement associée avec le ou le cloud. Au total, l'intérieur. Le bord de ces deux régions ou nuages peut être 2000 unités astronomiques du Soleil, assez le plus proche, avec le bord le plus éloigné s'étendant jusqu'au bout, espace interstellaire, atteignant potentiellement jusqu'à 100 000 unités astronomiques du centre de notre système solaire. Cela signifie que le ou le cloud pourrait s'étendre plus de 1,5 années-lumière de diamètre. Mettre cela en perspective, puisque nous sommes, je parle de très très grande distance, pensez au vaisseau spatial Voyager 2 pendant un instant. Dès la publication de cette vidéo, Voyager 2 a voyagé vers une distance d'environ 139 unités astronomiques du Soleil depuis son lancement depuis la Terre à 1 UA en août 1977. Cela représente environ 3,3 UA par an, soit environ 56 000 km/h. C'est le deuxième plus éloigné créé par l'homme-objet dans l'espace juste après Voyager 1. Dans août 2007, Voyager 2 a dépassé le limite de l'héliosphère, la couche la plus externe de l'atmosphère solaire. Il s'étend au-delà des planètes et 3 fois plus loin que la distance jusqu'à Pluton. En dehors de l'héliosphère, le flux constant de particules chargées du Soleil appelé le vent solaire est finalement empêché par le milieu interstellaire. Et en novembre 2018, Voyager 2 enfin traversé la dernière couche d'énergie solaire turbulence, appelée gaine hélio, et continué dans l'espace interstellaire. Malgré le passage au-delà de l'héliosphère et bien au-delà de la ceinture principale de Kuiper, Voyager 2 aurait encore besoin de voyager pour encore 300 ans environ, juste pour atteindre le bord le plus intérieur du ou du nuage. Voilà à quelle distance c'est. Et voler via le ou le cloud, cela pourrait prendre encore 30 000 ans, même qu'en roulant à 56 000 km/h, ça prend encore tout ce temps juste pour voyager environ 1 à 12 années-lumière. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'interstellaire ou le voyage spatial intergalactique est difficile, gardez à l'esprit que notre plus proche la voisine stellaire est Proxima Centauri à environ 4,25 années-lumière. Cependant, certains remettent encore en question l'existence du ou du cloud principalement parce que nous sommes incapables d'observer directement ça. Un autre argument a été avancé selon lequel les comètes à longue période peuvent provenir d'autres des endroits tels que l'espace interstellaire. Et en fait, la première observation d'un comète interstellaire, celle qui avait des origines de l'extérieur de l'influence de notre Soleil, était réalisée en 2019 par un astronome amateur, Gennady Borisov. Des astronomes professionnels se sont joints à collecter des données sur la comète Borisov, nommée après son premier observateur. Ils ont trouvé une composition inhabituelle. Une plus élevée concentration de monoxyde de carbone que la comète moyenne provenant de notre propre système solaire, ce qui suggère que une comète s'est peut-être formée en présence d'une naine rouge, un autre type d'étoile que notre Soleil. Et pourtant, la grande majorité des astronomes, je suis d'accord que le ou le cloud est vraiment sorti là, malgré le fait que nous n'y sommes jamais allés poser les yeux dessus. De nombreuses observations indirectes et les modèles mathématiques montrent un grand soutien pour la théorie et les preuves continuent de s'additionner. Mais pourquoi est-ce exactement que nous n'avons jamais pu, le vieux nuage? Après tout,
Avec télescope, nous pouvons voir les étoiles bien au-delà notre propre système solaire et même les formes de galaxies lointaines. La différence est la taille et la lumière. Pensez à ce sujet. Un morceau de nuage ou un débris de nuage est à peu près la taille d'une montagne sur Terre. Considérons le mont Everest à environ 9 km de haut. Considérons maintenant le ou la limite la plus intérieure des nuages commence quelque part autour de 3000 UA, ou environ 450 millions de kilomètres du Soleil. La distance du Soleil aux morceaux de ou les débris nuageux sont 50 millions de fois supérieure à taille des débris. Parlez de regarder pour une aiguille dans une botte de foin. Mais plus ce qui est crucial, c'est même que les étoiles et les galaxies émettent de la lumière, mais les débris le font non. Les planètes sont relativement proches de le Soleil. Ainsi, ils sont capables de réfléchir la lumière du Soleil et sont donc visibles. De même, la ceinture d'astéroïdes et même la ceinture de Kuiper est suffisamment proche pour le Soleil que nous pouvons utiliser des télescopes pour observer directement leurs débris. Mais en dehors de l'héliosphère, le ou le nuage, est-ce que est tout simplement trop loin et trop sombre pour nos télescopes pour avoir un aperçu? Malgré le caractère gargantuesque du nuage empreinte et rôle central dans façonner notre compréhension de l'origine de nombreuses comètes à longue période, pour l'instant, nous ne peut encore que déduire son existence à travers des modèles mathématiques et indirectes observations. Mais ne laissez pas notre incapacité faire des observations directes décourager vous de suivre les preuves. Je peux penser à quelques autres moments de l'histoire quand les scientifiques mettent en avant des théories malgré un manque de directe observation. Par exemple, au XVIe et XVIIe siècle, respectivement, Copernicus et Galilée ont présenté la théorie selon laquelle les planètes tournaient autour du Soleil, contredisant une idée largement répandue, croyance à l'époque que la Terre était le centre de l'univers solaire. Leur théorie d'un système solaire héliocentrique n'était pas basée sur une observation directe, mais plutôt sur l'observation indirecte du orbite des planètes. Comme nous le savons, la théorie s'est avérée exacte. C'est ce que j'aime dans la science et poursuite de la connaissance. Il y a toujours plus à apprendre. Plus nous voyageons loin au fil du temps, meilleure est la compréhension du système solaire permettra d'obtenir. Qui sait, peut-être dans 100 ans, les futurs astronomes auront trouvé un moyen prouver l'existence du ou du cloud une fois pour toutes. Ou peut-être qu'ils auront trouvé une toute nouvelle explication depuis longtemps comète d'époque. En attendant, le ou le cloud reste l'un des plus importants de l'astronomie des énigmes fascinantes. Merci d'avoir regardé. Cette vidéo était en partie rendue possible par tous les astronautes sur Patreon. Si vous pensez que ces vidéos ajoutaient une certaine valeur éducative au monde, et je veux leur donner plus de stabilité que l'algorithme, vous pouvez devenir un membre payant sur Patreon pour contribuer vers leur création. Lorsque vous rejoignez, tu pourras regarder toute la vidéo sans publicité. Voyez votre nom au générique et soumettez vos questions à notre équipe. Juste inscrivez-vous avec le lien dans le descriptif. Encore une fois, un immense merci de ma part et toute l'équipe Astram.